quelques années. Voilà, je m'appelle Dominique Paigny et sur le programme, je suis l'intervenant de début d'après-midi. Et je présente mes excuses à ceux et celles qui ont parlé ce matin, parce que je n'étais pas là ce matin et pour de bonnes raisons professionnelles. Je vais essayer de tenir dans les temps. J'ai demandé une petite faveur de quelques 5-10 minutes de plus parce que j'ai quelques extraits à vous montrer. Donc voilà, certains que vous connaissez, donc je tenterai de les raccourcir, mais enfin c'est très cool. Oui, Léger Langlois. En fait, sur le papier, vous verrez, sans doute, vous avez vu que c'était le titre, c'était Léger Langlois léger, mais ça pourrait être à bon droit Langlois léger Langlois, parce qu'il s'agit bien de ça. Et je dirais que le sujet, c'est moins Langlois pour nos affaires qui nous importe, mais Langlois en tant qu'il est pour nous lecteur de Langlois, lecteur de Léger, réviseur de Léger, ou balcon depuis lequel Langlois, Léger, pardon, peut-être relu, revu, interrogé à nouveau frais. Il est à bien des titres Langlois, pas rien dans la vie, le goût de cinéma de Léger. Je vous avoue que d'ailleurs, je n'ai pas été très préoccupé par Léger ces dernières années. Ça m'est arrivé avec mon ami Albera, on s'est croisés souvent, mais j'étais plus intéressé, parce qu'on l'a évoqué, je crois que c'est, il me semble bien me souvenir que dans le livre Léger le cinéma, oui c'est ça, que François Albera a écrit il y a quelque temps, il évoquait le syntagme un tel et le cinéma, Léger, Matisse, etc. Bon, et le cinéma. Et en effet, c'est par Matisse et le cinéma que je me suis plus, ce par quoi j'étais plus tourmenté ces dernières années, puisque je me suis, mais c'est pas sans rapport avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'était pour l'occasion d'une exposition au musée de Matisse à Nice. Matisse fut très cinéphile, lui. Je dis bien lui, jusqu'à la fin de sa vie, des Tarzans hollywoodiens il les a tous vus, à Jean Renoir et aux films soviétiques d'après-guerre. Il a écrit sur le cinéma, lui, beaucoup, mais au sens cinéphilique du terme. Par exemple, il a fait un article absolument admirable sur la règle du jeu, Jean Renoir. Et puis il a connu, vous le savez tous, une extraordinaire aventure de tournage à Tahiti avec Murnau. Mais c'est le souvenir de l'exposition pour le centenaire de la naissance d'Henri Langlois en 2014, ici même, à la Cinémathèque française, qui m'a fait me replonger dans voilà, l'œuvre de Léger et le cinéma, parce que à cette époque, mais bien avant, une femme disparue aujourd'hui, qui s'appelle Marianne de Fleury, qui était en charge des archives, avait pris le soin de transcrire, de photocopier les cahiers personnels, les journaux intimes en quelque sorte, les cahiers très intimes de décidément, de Léger, de Langlois ce coup-ci, pardon. Ça va, je vais jusqu'au bout, que la Cinémathèque française conserve. Et une partie de ces cahiers a été publiée d'ailleurs pour l'occasion du centenaire de la naissance de Langlois et de l'exposition qui lui a donc été consacrée, dont je vous parlais, et dont j'étais le commissaire, mais j'avais consulté plus encore les 10 cahiers, dont certains ne furent pas publiés d'ailleurs en 2014 par Bernard Eisenschitz et Bernard Benoliel, car avec raison, ils ne présentaient pas suffisamment d'informations susceptibles d'apporter une richesse théorique ou anecdotique pour le lecteur contemporain. Pourtant, dans cette édition, il y a beaucoup de mentions à balai mécanique par Langlois, beaucoup de mentions significatives. Mais en fait, il y en a plus qu'il y a dans le livre en question, l'édition. Et j'avais remarqué à la lecture de ces cahiers, mais bien avant d'avoir le projet de l'exposition,
je me trouve 2 touches. J'avais remarqué que dans les années 30 surtout, une obsession que l'on pourrait mettre au compte de celle... Je vous les fais passer lentement pour que vous cherchiez de l'œil les endroits où Léger est cité. Léger et pas seulement. Je vais venir. Dans les années 30 surtout, il y a une obsession que l'on pourrait mettre au compte peut-être de celles nombreuses que Langlois avait, mais la fréquence du retour de celle-ci, dont je vais vous parler, m'avait semblé riche, je dirais, d'un point de vue esthétique, et ne relevant pas seulement d'une maniaquerie superficielle dont il a eu parfois le goût. Et j'en découlais d'ailleurs des choix scénographiques pour l'exposition. Une partie essentielle, du moins un moment important de l'exposition, découle de l'organisation d'une petite manie, d'une lubie, d'une obsession de Langlois dans ses cahiers. Des choix d'accrochage même de l'exposition qui devaient, de mon point de vue, je rêvais que ce soit sans parole, mais ça devait traduire cette obsession de Langlois, cette obsession interrogative. Pour résumer ces cahiers, ils sont très révélateurs de questions qui se posent à Langlois à propos de l'importance il le fait tout au long de ses cahiers, mais il s'interroge sur l'importance des cinéastes les uns par rapport aux autres. Il hésite, il alterne, il en particulier ses préférences, c'est bien sûr celle-là sur laquelle je voudrais m'arrêter, cette préférence, cette interrogation qu'il a entre Entr'acte de René Clair Picabia et Ballet mécanique. Pour dire vite, c'est ce dont le livre de Benoliel et Eisenschitz ne reprend pas en totalité, parce que ça deviendrait, je dirais, une obsession sans signification, il faudrait la commenter. Pour dire vite, il change d'avis, souvent au gré des pages, au gré des semaines et des mois, quant à savoir quel est le film le plus important pour lui. À ses yeux, quel est le plus important des 2 films entre Entr'acte et Ballet mécanique, lequel préfère-t-il au fond aussi, tout simplement. Dans ces années 30, c'est une époque quand même où, au cours de laquelle le jugement de goût, et ça commence même avant la création de la Cinémathèque française, les 10 cahiers, le jugement de goût de Langlois et l'évaluation de l'œuvre des cinéastes en général n'est pas encore stabilisé chez lui, avec un recul suffisant. Donc là, vous en repérez, voilà, vous trouvez, là, je vais regarder par ici, vous le voyez encore, là, ici, Léger arrive, et à la fin, vous voyez de cette fin de page, il y a Entr'acte arrive, alors j'ai pas toutes les pages, parce que certains de ces cahiers sont en cours de numérisation, j'ai pas pu les photographier tous, mais ils vont l'être bientôt, j'ai pris ceux qui l'étaient déjà, donc vous voyez, à la fin de la page arrive Entr'acte. Ça continue d'ailleurs avec d'autres films d'ailleurs. Voilà. Là, vous voyez, vous avez vu les autres pages précédentes où il parle de Ballet mécanique. Vous voyez, j'aime chez Picabia. Il revient à Picabia. Il y a toujours ce va-et-vient. Là, il y a encore Picabia. Voilà. Et puis vous avez des listes infinies dans des perspectives de programmation, y compris du cercle du cinéma qui ouvre aux Champs-Élysées, des listes infinies de noms de cinéastes qui sont à la fois des listes qui visent des programmations, mais qui sont aussi des listes de préférences, qui sont aussi des listes très subjectives où il dit « voilà ce que je préfère en ce moment ». Les cahiers ont cette vocation-là aussi. Voilà ce que je mets en avant, ce que je préfère en avant. Alors vous voyez, là, il y a bien sûr Léger au début, il y a Buñuel après, il y a Ray, et puis là, vous voyez ici, vous voyez aussi le Ballet mécanique, et puis il y a Entr'acte qui arrive juste après également. Bon, bref. Et là, vous avez aussi, là, il y a le Ballet mécanique, il y a juste Entr'acte après. Et toujours, ce qui est évidemment très intéressant par rapport aux occurrences, c'est que au bout d'un moment, il y a soit Entr'acte avant, soit Ballet mécanique avant, mais c'est toujours les deux s'associent dans une sorte comme ça de jeu de main chaude, en quelque sorte, entre les 2 films. Là, vous avez encore le Ballet mécanique, mais Entr'acte doit peut-être arriver plus loin, ou pas du tout, ce coup-ci. Je ne sais pas, je le cherche, vous l'avez trouvé, peut-être pas vous, non, moi non plus. Bon, donc, et
Voilà, les cahiers, je veux dire, démontrent dans de nombreuses pages combien ballet mécanique est bien sûr essentiel pour Henri Langlois et fréquemment suivi de très près par entr'acte. Quand les cahiers seront terminés, les amateurs, les obsédés eux-mêmes de cette question, pourront s'y reporter. C'est assez frappant, c'est même... il y a même de l'enfance, comme pouvait d'ailleurs contenir beaucoup des passions, des manières d'aimer le cinéma de la part de Langlois. Et j'ai pris la décision, d'ailleurs, depuis cela, de faire concevoir au scénographe, à l'époque, deux murs parallèles, afin de favoriser les deux films en regard de l'autre. C'est-à-dire l'hésitation. Il y a l'ami Bourget dans un article de Positif qui dit pourquoi, quel rapport, alors que j'avais mis un panneau pour expliquer ça. Enfin bon, bref, il y avait donc ballet mécanique, il y avait donc ce que vous connaissez. Vous avez la roue rouge qui vient du Centre Pompidou, du musée, voilà, qui est là. Et puis en face, très exactement en face, mais vraiment avec, c'était perpendiculaire. Vous aviez le mur entr'acte, voilà, et avec ces tableaux que vous connaissez bien sûr de Picabia et l'optophone là-bas, l'optophone numéro 7 ou 8 ou je ne sais plus combien. Voilà. Et puis j'avais même trouvé, et là j'ai totalement oublié ce matin, je me dis même bon sang, j'ai oublié le titre de ce tableau, vous allez plein me dire, c'est un léger picabien. Ce qui m'avait beaucoup amusé, puisque là c'est très nettement un léger avec ces dames qui sont emportées dans le cycle. Voilà. J'aurais dû le mettre en diaporama, ce que je n'ai pas fait, tant pis. Mon PowerPoint. Voilà. Donc, lorsque Langlois conquit en 1963 la salle légendaire du Palais de Chaillot, la première salle un peu digne de son ambition, il ouvre sa programmation de manière très singulière pour l'époque. Plutôt qu'une programmation de films, les 2 premiers jours d'ouverture et de vernissage de l'exposition, il ouvre sa programmation, il inaugure par une exposition hommage au chronophotographe physiologiste Étienne Jules Marais. Pas de film. Il ne montre pas de film dans les salles au tout début, les 2 premiers jours. Il a vraiment le souci que les gens viennent voir l'exposition. Il expose dans cette perspective un grand tableau de Gino Severini, réalisé en 1909, détruit par la guerre, refait en 1960 exactement à l'identique, le bal du Pampan au Monico. Ça m'amuse beaucoup parce que quelqu'un m'avait raconté à l'époque, quand j'ai pris la direction de la Cinémathèque, qui était contemporain de l'époque, en 63, il s'appelait Guy Lemaître, et il me dit on a amené le tableau sous la pluie avec une bâche, sans gants, sans rien, d'en face. Cassou avait envoyé le tableau, et là le tableau est arrivé pour le remettre ici avec des grues, des gants blancs, il y avait bon bref, c'était assez drôle, le passable, l'époque avait changé. Donc il y avait celui-ci, il y avait des œuvres de Marcel Duchamp, les 12 rotoreliefs que vous voyez apparaître. Alors voilà, le bal le Severini, il avait mis un siège devant pendant longtemps, et je me souviens, c'est la salle en bas à l'époque de Chaillot, et un jour je me suis assis comme tout le monde sur la banquette et on s'appuyait derrière, on croyait, et bien sûr c'était souple, c'est une toile, c'est la toile du Severini. Récemment là il y a un Boldini, il y a une dame qui est passée à travers parce qu'elle a chuté dans une mise à distance au Petit Palais. Là je peux vous dire qu'on pouvait passer derrière, et on rentrait par, il y avait la descente vers où la dame, et on tourne à gauche, puis il y avait la première descente par où arrivait les artistes, les acteurs, les metteurs en scène. Bon. Et on s'asseyait, on s'appuyait le dos contre le Severini. Et les rotoreliefs, donc, les 12 rotoreliefs, tous empruntés au Musée national d'art moderne, qui était à 2 pas, au Palais de Tokyo, rotoreliefs originaux de 1935, présentés au concours Lépine par Duchamp, qui n'ont jamais été rendus au Musée d'art moderne, d'ailleurs. C'était le style de Langlois. C'est pour ça, pendant longtemps, le Musée d'art moderne n'a pas eu de rotorelief. C'est assez récemment qu'ils en ont acheté, d'ailleurs. Et pour cause, ils étaient là, ils ont été retrouvés lorsque j'ai pris la direction de la Cinémathèque, jeté dans une enveloppe avec une invitation par Max Ernst de la galerie Chave, qui affectueusement, Max, disait-il, le Max en question, à Henri Langlois pour venir, et dedans, il y avait les rotoreliefs jetés dans une enveloppe dans
l'arrière, dans l'arrière du décor du cabinet du docteur Caligari. Jamais rendu. Il y avait aussi, et c'est là que la question est intéressante, il y avait une tapisserie de Fernand Léger empruntée à la manufacture des Gobelins. Voilà la plaquette, d'hommage à Étienne Jules Marais, pour l'ouverture, voilà. Voilà la page 1 de cette plaquette, et vous remarquez immédiatement que Léger ne figure pas. Pas de Fernand Léger là. Pourtant, le jour de l'inauguration, il y a bien une tapisserie de Léger dans l'exposition qu'inaugure Henri Langlois, que vous voyez là, avec une dame qui nous tourne le dos, je ne sais pas qui c'est. Mais la tapisserie, il y a une tapisserie qui vient des Gobelins au fond. Georges Goldfein, qui est décédé récemment, grand ami d'André Breton, enfin du moins du mouvement surréaliste d'après-guerre des années 50, avec Gérard Legrand. C'est grâce à Gérard Legrand, disparu lui aussi, que j'ai su ça aussi par Goldfein, m'avait évoqué le fait que Langlois n'avait probablement pas évoqué cette tapisserie dans sa plaquette d'inauguration. Enfin, c'était son hypothèse et un vague souvenir qu'il avait, parce qu'il n'avait pas pu obtenir de la part du musée d'art moderne une peinture, et au dernier moment, assez tardivement, il a emprunté une tapisserie. Grâce à l'intervention de Yvonne Dornès, grande amie plutôt ennemie de Paul Valéry, puisqu'elle était une concurrente en amour à bien des titres de Paul Valéry. Et c'est grâce à elle que c'est grâce à Yvonne Dornès qu'il avait réussi à décrocher une tapisserie qui est bien là. Certaines pièces de cette exposition qui a ouvert Chaillot seront exposées 9 années plus tard dans le musée qui ouvre en 1972 dans au sous-sol, dans l'aile arrondie du sous-sol du Palais de Chaillot. Mais il ne fait pas de doute donc qu'une tapisserie de Léger fut exposée, comme le prouve cette photo du vernissage. Quelque chose lie Langlois, bien évidemment, dans l'esprit de Langlois, entre les deux films, quelque chose qui traîne dans son esprit. Et dans cette page, vous voyez combien Langlois se préoccupe de questions. Il s'interroge lui-même, justement, sur ce qui peut lier en lui la relation qu'il entretient de passion entre, je dirais, le constructivisme du ballet mécanique et le dadaïsme, ou déjà, si vous voulez, le surréalisme naissant d'Entracte, ce qui engendre pour Langlois, un lien étrange sur lui-même. Vous voyez, il dit « Quel lien profond unit Ribemont de Seigne, Léger, ou Lursa, Breton et d'autres ». Il se pose lui-même cette question, dire que c'est le propre d'une cinéphilie éclairée, me semble-t-il, en tout cas j'espère que c'est la mienne, que de me poser parfois la question pourquoi ai-je autant aimé des choses si contradictoires, mais c'est ça qui fait la passion cinéphilique. Par exemple, pour moi, je dirais, entre Murnau et Eisenstein, j'aime les deux et je crois qu'il ne peut pas y avoir plus d'antagonisme à beaucoup de titres. Et c'est aussi des questions que se pose Langlois. Et quel est le film qui finalement l'emportera ? Évidemment, vous me voyez venir, c'est évidemment le ballet. On se souvient bien sûr des propos d'Ezra Pand, j'ai su donc ce matin qu'il en était beaucoup question. Laroux, on se souvient de ses propos, desquels, à n'en pas douter, Langlois a su. Je ne vais pas vous rapporter, vous vous en souvenez. Pand jugea Laroux avec un certain dédain, d'une certaine manière, vous vous souvenez. Je vous le rapporte comme ça parce que vous l'avez entendu ce matin sans doute. Pand qui dit, au moins par amour de la controverse, on peut admettre que certains effets de Laroux sont essentiellement cinématographiques et non un simple travestissement ou dégradation de quelques autres arts. Les pièces de machine, les changements de vitesse, les trucages de la caméra sont admirablement exploités, selon les concepts picturaux dérivés de l'art abstrait contemporain, etc. etc. Bon. Pand, vous le savez, conseilla à Gans de faire une réduction du film d'une 20aine de minutes, condensée, sur les seules images machiniques dont on s'accorde pour dire que personne ne les a vues. Il n'y a pas beaucoup de témoins qui ont vu ces 20 minutes réduits des bielles et des roues extraits de Laroux. Alors on sait que Laroux d'Abel Gans fut décisif, on l'a dit depuis 2 jours, dans le désir de cinéma de Léger, et on peut parler
On peut parler, évidemment, on peut rappeler là aussi combien Léger disait que l'erreur picturale, c'est le sujet, l'erreur du cinéma, c'est le scénario, qu'il dit en 1925, Léger, hein, vous le savez tout ça. Et l'expérience que Léger fit avec Blaise Cendrars en 19, par les moyens du livre lithographique La fin du monde, filmé par l'Ange Notre-Dame, l'a conforté probablement dans cette conviction. D'ailleurs, bon, vous connaissez ces pages, mais je m'y attarde 5 secondes parce que j'ai une petite hypothèse d'un autre point de vue. Voilà, vous les connaissez par cœur, toutes ces pages. Hein. Je crois qu'on pourrait peut-être supposer que Gans s'inspira aussi peut-être de ce livre à un certain titre qui n'a pas été beaucoup commenté, Cendrars étant son assistant sur la roue, il est en quelque sorte une sorte de passeur entre Léger et Gans, pour adopter dans la roue, vous vous souvenez, qu'un certain nombre d'intertitres dans la roue sont en surimpression des images de la roue, et non pas en alternance avec les images. Gans n'hésite pas à surimpressionner sur les images des intertitres dont on pourrait peut-être faire l'hypothèse, je n'en sais rien, mais j'ai quand même toujours été frappé que l'expérience de ce livre aurait pu donner envie à Gans d'intertitrer son film en surimpression. On se souvient donc... maintenant, je voudrais arriver, après avoir rappelé tout ça, à l'enjeu, de véritable enjeu pour Langlois et Léger, à une sorte de conclusion qui fait l'essentiel de ce que j'ai à dire. C'est qu'on se souvient que Ballet mécanique comporte toujours, vous êtes passé dessus pendant 2 jours sans doute, mais pour moi, ça demeure une toujours très curieuse séquence, si tant est que d'autres moments du film ne soient pas intrigants. C'est bien sûr celle-ci, hein. On peut supprimer le son? Merci. Mais celle-ci rompt à plusieurs points de vue, diffère beaucoup de la tonalité, je dirais, iconographique générale du film. J'ai toujours pensé qu'elle était très différente, vous la connaissez par cœur. Je parlais donc de cette montée d'un escalier par une lavandière d'un bon embonpoint et chargée d'un fardeau sur son épaule. C'est plus encore que les autres séquences, si vous voulez, une séquence qui recourt à un principe répétitif, car il ne s'agit pas ici d'une répétition découlant de la nature fonctionnelle des objets. Là, c'est quelque chose d'autre, d'une autre nature. Je dirais, pour dire vite, il s'agirait de ce qu'on pourrait appeler de manière anachronique une boucle, évidemment, d'un montage d'une même séquence. J'ai presque envie de dire, avec un clin d'œil que je vous fais, une sorte de GIF, comme on dit aujourd'hui, hein, un graphique interchange format, hein, dont on s'amuse tant aujourd'hui. Il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui dans cette séquence. Peut-on avancer qu'il s'agit ici d'une des premières boucles, j'ai presque envie de dire, d'une des premières boucles dans l'histoire du cinéma qui n'est pas sans rapport avec les boucles qui sont aujourd'hui le lot commun des œuvres plastiques contemporaines faites d'images en mouvement accrochées aux cimaises ou abritées dans des boîtes noires, des musées, hein, mais aussi qui anticipent, je dirais, je me suis toujours dit que ça pouvait anticiper aussi certains found footage d'un Martin Arnold, plus que d'autres choses qu'on connaît à cette même époque. Hein. Il y a chez Martin Arnold quelque chose qui m'a toujours rappelé, toujours fait penser à ce bégaiement, littéralement, dans la montée de cette femme. Ballet mécanique dure 16 minutes environ. Hein. On va s'escrimer sur toutes les durées. Hein. Mais il est évidemment frappant que cette séquence survienne très exactement au mi-temps temporel du film. Très exactement à la 8e minute du film, et quelques 2-3 secondes, si vous voulez, selon les copies. Que ce soit volontaire ou non, cette séquence, fondée sur la reprise incessante d'un même segment, qui est le pivot temporel central du film en quelque sorte, produit nécessairement un effet, de mon point de vue en tout cas, c'est ce que je vous livre, un effet dont le spectateur le moins attentif, et surtout celui-ci d'ailleurs, surtout le spectateur le moins attentif d'ailleurs, qui doit en ressentir peut-être une symétrie fondée sur pas rien, sur un effet d'hésitation, c'est-à-dire une symétrie, un centre, un acmé du film fondé sur l'hésitation, sur le bégaiement, par rapport à l'ensemble du film qui ne bégaye pas, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une assurance absolue sur un plan plastique.
dont l'enchaînement, bégaiement ou comment dire, hésitation, dont l'enchaînement et la variation très riche sont conçus par ailleurs dans le film pour épuiser le regard. Il s'agit vraiment d'épuiser le regard avec ce film et mettre à l'épreuve, je pense que le film est fait pour ça aussi, mettre à l'épreuve l'attention du spectateur. Et tout à coup, ça bégaye, ça dérape, ça n'embraye pas, en plein milieu du film. Cette séquence singulière aurait-elle la vocation d'épargner momentanément, au fond, pour le spectateur, sa soumission à une avalanche de motifs infiniment divers. En quelque sorte, un sommet qui serait atteint, un sommet qu'il s'agirait donc ensuite de dévaler. Le motif de l'escalier se prête idéalement, se prêterait, devrais-je dire peut-être conditionnellement, se prêterait idéalement à conclure et faire ressentir précisément l'épuisement de cet emballement du montage. Et le terme de cette montée, j'agis bien de cette montée vers le sommet temporel du film, 8e minute, exactement à la moitié du film, pourrait être une sorte de parabole mathématique, dont le sommet, le parabole peut faire ça ou peut faire ça, très souvent fait ça. Sommet, dont le sommet serait atteint donc, et qu'il s'agirait après de redescendre, mais ça ne redescend pas. Cette image qui bégait, soudain serait-elle, au fond, un sommet parabolique du film. Et le ballet mécanique ne serait pas sans croiser, ainsi, de ce point de vue-là, les préoccupations d'un Marcel Duchamp et de son grand vers, et cela au-delà des références que certains, avec une raillerie malvenue, une raillerie, je ne sais pas comment la nommer, firent entre cet escalier et de sa grosse dame habillée qui le monte, et le nu, bien sûr, descendant l'escalier de Duchamp. C'est plus sérieux que ça, à mon avis. Et on peut considérer qu'Henri Langlois fut durablement et profondément marqué par ballet mécanique, de ce point de vue. Sinon même, peut-être, influencé esthétiquement pour la réalisation de son seul film, qui se nomme Le Métro, réalisé en 1935, donc près de 10 ans plus tard. Ce qui n'est pas rien, c'est 10 années plus tard, soit une dizaine d'années donc en effet, mais après le ballet avec l'appui de Georges Franju. Ça me fait toujours penser beaucoup à Matisse, vous le savez, qui peignait fréquemment avec beaucoup, il y a un côté non pas homme à la caméra chez Matisse, mais homme caméra chez Matisse, qui peint très tardivement les motifs qu'il enregistre en quelque sorte à Tahiti. C'est presque 15 ans plus tard, Brassailles, il s'explique à Brassailles pour lui dire « mais je restitue ça, c'est une cinématographie de mes sentiments », dit Matisse. C'est marrant parce que personne ne veut entendre que Matisse n'a parlé que de cinéma toute sa vie, mais bon, la terre est plate, ça continuera encore longtemps. Donc, Langlois, 10 ans plus tard, réalise avec l'aide de Franju. Il y a toutes les raisons de penser que le film doit l'essentiel de sa conception, de son style à Langlois, plutôt qu'à Franju, de 2 ans son aîné. Tant on ne retrouve pas les mêmes traits ultérieurement, on ne retrouve plus rien dans la cinématographie de Franju, qui est belle par ailleurs, un autre titre dans son œuvre, peu sensible à l'abstraction. Franju n'était pas sensible en rien à l'abstraction, très peu. Le film reçut d'ailleurs l'aide financière essentiellement de la mère de Langlois, et il resta invisible, absolument invisible, jusqu'en 1985. Enfoui dans un amas de bouteilles, si je puis dire. Il y avait en effet, c'était dans une cave, en effet ici, dans un amas de bobines plus exactement. D'autant que Langlois se refusa longtemps à y faire référence par honte modeste. Il ne voulait plus en entendre parler. Beaucoup l'on lui a demandé, il ne voulait pas sortir la copie. Et c'est parce qu'il est décédé qu'il fut alors contre-typé. Et quand je l'ai découvert, je fus évidemment frappé en premier lieu par sa durée. 8 minutes. Tiens, sans doute un hasard. Je ne vais pas vous faire le coup. Sans doute un hasard. Le film fait 8 minutes. Un hasard, indéniablement. Mais je fus plus encore frappé par sa puissance plastique et par sa familiarité avec, évidemment, le cinéma expérimental de son époque. En 1935, Franju et Langlois ouvrent une sorte de ciné-club, le Cercle du cinéma, je vous le disais tout à l'heure,
avant que la Cinémathèque n'existe, 33 Champs-Élysées. Il est très intéressant d'ailleurs de revenir sur leur première programmation antérieure, donc, parce que la Cinémathèque n'existait pas encore concrètement. Et on constate en 1936 la fréquence de la projection de ballets mécaniques. Là, je ne vous ai pas, j'ai pas mis ici, mais enfin, il est à toutes les séquences. Hein. Il ouvre beaucoup de ses programmations comme si le film de Léger constituait pour lui, oui, pour Langlois, le modèle à tort. Hein, parce que je pense que, enfin Albera le rappelle, mais à tort, il le considère comme un peu une sorte de modèle démarrant la seconde, enfin faisant partie de la seconde avant-garde française. Et on remarque que Langlois accorde une importance majeure dans son film, dans la construction de son film, pour construire son film aux escaliers. Mais à la différence de Léger, une différence dialectique, une différence complexe, pas une différence comme ça hasardeuse. Langlois disperse avec une intention, avec un parti pris théorique, plastique, disperse ses plans d'escalier et structure donc autrement son film. L'escalier n'est plus un sommet du film dans le métro, mais l'acmé de son film, non plus l'acmé de son film, mais littéralement revient comme un refrain, comme quelque chose qui scande littéralement, comme en quelque sorte non plus un bégaiement, mais en quelque sorte une introduction, une intervention de l'escalier comme une saccade. En voilà une, je ne les ai pas toutes prises, hein. Certains connaissent ce film par cœur, sans doute. Tout le monde, d'ailleurs. Mais comme toujours, quand on voit un fragment, on découvre toujours un film en son entier en voyant un fragment. Oh, je vous le laisse pour le bonheur, quand même. Longue séquence. Il en fait plusieurs. Beaucoup, je vais vous en montrer d'autres. Bon, là, ça, j'ai été un peu trop loin. C'est l'inconvénient de je vous en montre une autre. C'est reparti, c'est la même, je crois. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Là, justement, ça monte. On y reviendra. Mais rapidement, ça redescend. Vite, ça redescend. C'est pas la même, hein? Non, tout à coup, j'ai percé. C'est pas la même, en effet. J'en monte une autre. Elle est vraiment très courte, celle-là. Ça va venir. Voilà. Celle-là, elle monte. Enfin, il y en a une qui monte. Elle n'est pas sans rappeler, d'ailleurs, avec les parapluies qui montent, le film de Scorsese, Minority Report. Comme quoi. Histoire de l'art, histoire de coïncidence. Ça redescend. C'est très beau. Pardonnez-moi, excusez-moi d'être subjectif. C'est long, hein? Il y en a d'autres. Bien situé, j'ai 30 minutes, j'y arrive, je serai dans les temps normalement. Autrement dit, je suis en train de tenter de vous dire que Langlois inverse systématiquement un ballet mécanique. En cela, il le cite, il le travaille. Dispersion, mais obsession, tout autant marquée par des reprises, ce qui donne lieu justement à quelque chose qui fait plus que citer. Des mêmes plans d'escalier, reprises, scansions dissipantes. Et plutôt que des ascensions, la quasi-totalité, c'est presque une faute, plutôt que des ascensions,
la quasi-totalité des plans d'escalier sont descendants et montrent une foule compacte, là aussi, c'est pareil, foule compacte plutôt qu'un seul personnage unique qui monte. À ce degré de différence, si vous voulez, qui paraissent si concertés, on ne peut que suggérer une forte influence, sinon une forte préférence définitive de Langlois pour Léger, une sorte de théorie même de ballet mécanique autrement par l'image, sinon une dépendance qui le conduira, Langlois, à envisager, genre je ne développe pas ça puisque ça a été dit depuis 2 jours sans doute, et puis on en a parlé beaucoup, un film documentaire sur Langlois, comme il en avait envisagé sur Matisse, c'est celui qui va le plus loin au bout, presque, et le Chagall aussi. Bon, le Calder ayant donné lieu à des conflits pas possibles, mais il envisage un film avec Léger, vous en avez parlé. Et surtout, pour terminer, 9 années plus tard, beaucoup plus d'années plus tard, en 1972, a choisi comme emblème, comme affiche, comme générique de son musée du cinéma ouvert en 1972, enfin, une affiche de Fernand Léger pour son emblème sous lequel il place son musée en 1972. Je vous remercie. J'en ai vu bien dormir, hein, l'appétit. Et c'est par la collaboration entre institutions que nous avons réussi à amener des choses nouvelles sur cette question de Léger et le cinéma et à bâtir l'exposition qui se veut un panorama des questions qui lient Léger au cinéma. Alors, on a souhaité faire cette table ronde des institutions françaises qui conservent du patrimoine sur Léger et le cinéma, parce qu'on l'a bien vu dans les communications de ces 2 derniers jours, tout ce que les chercheurs amènent de nouveau vient aussi souvent des éléments matériels conservés dans les institutions publiques, et que le travail qui est mené actuellement sur les différentes versions du ballet mécanique soulève bien des questions qui sont loin d'être réglées, mais en même temps, elles sont toutes essentielles pour comprendre ce qu'est cet objet. Donc nous avons autour de la table Julie Gutiérrez à votre droite, qui est la conservatrice du Musée national Fernand Léger, qui a assuré le commissariat avec moi de cette exposition Léger et le cinéma. Et on va peut-être commencer par sa présentation. Ensuite, Joël Der, qui est délégué du patrimoine à la Cinémathèque française. Philippe Alain Michaud, qui est conservateur au Centre Pompidou. Emmanuel Berthaud, qui est chargé du traitement des films à la Cinémathèque. Et donc, je vais successivement leur passer la parole pour qu'ils nous parlent un peu du patrimoine dans ces institutions, de la connaissance qu'on en a, de la numérisation éventuelle, des problèmes que ça pose. Alors, comme on a pris un peu de retard, on a 20 minutes, après quoi il faut qu'on évacue la salle pour la repréparer pour les projections de 16h30. Pardon ? Non, c'est pas de ta faute, Dominique. Et j'en profite pour te remercier de ton éclairante et poétique présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par des présentations de 5 minutes sur notre patrimoine respectif. Et puis ensuite, on aura peut-être un dialogue avec le public. Donc, Julie, si vous voulez commencer. Bonjour à tous. Donc 5 minutes pour vous présenter très rapidement les collections du Musée national Fernand Léger de Biot, donc où s'ouvre cette exposition Fernand Léger le cinéma, comme le disait Anne Dopfer à l'instant. Donc pour les personnes qui ne sont jamais venues à Biot, vous rappelez simplement que le musée possède actuellement environ 500 œuvres du peintre Fernand Léger, toute période, tout style et toute technique confondue. Donc mon propos très court va se concentrer sur les œuvres qui sont liées au cinéma. On a fait un petit décompte pour vous dire que nous avons actuellement dans l'exposition 42 objets
toutes techniques confondues, qui sont présentées dans l'exposition. Sur environ 200 pièces, une quarantaine de pièces viennent de la Cinémathèque. Comme Anne vient de le dire, la Cinémathèque est partenaire de l'exposition. Donc environ 40 pièces de la Cinémathèque, 40 pièces du Musée Léger, et les autres pièces proviennent de prêts d'institutions françaises ou européennes. Je vous montre à l'image ce dessin que j'ai déjà présenté très rapidement lors de l'introduction générale au colloque. Ce dessin qui est une redécouverte récente et qui représente, comme vous le voyez, Charlot. Nous avons redécouvert ce dessin lors de la préparation de l'exposition, et grâce aux archives de la Cinémathèque, nous avons pu retracer toute l'histoire de ce dessin qui a été commandé en 1949 à Fernand-Léger à l'occasion du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes souhaitait en effet publier une plaquette luxueuse à l'occasion du festival, et avait demandé à différents artistes, dont Matisse, Léger, mais également des écrivains, Sandre Ars, de réaliser un certain nombre de dessins et de textes. Léger a réalisé ce dessin, qui est d'un assez grand format, mais le comité de sélection du Festival de Cannes l'a refusé parce que son format était trop grand pour une publication. Et c'est donc un autre dessin qui a été publié à ce moment-là. Mais nous avons redécouvert le dessin d'origine, ce dessin que vous voyez, très dynamique, avec la fameuse technique de la couleur en dehors que Léger invente aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, double redécouverte, découverte d'un objet et des archives qui correspondent à l'œuvre. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la préparation d'une exposition, c'est aussi pour nous la possibilité d'enrichir nos collections, puisque pendant toute la préparation de l'exposition, depuis 2018, nous avons tenté d'acheter des objets qui permettaient à la fois d'être présentés de manière inédite dans l'exposition, mais aussi d'enrichir notre fonds. Alors, parmi les objets qui ont été achetés, vous avez aussi cette grande photographie qui est déjà connue, qui n'est pas inédite, mais c'est un tirage d'époque où l'on voit Fernand Léger accompagné de Georgette Leblanc, l'actrice principale du film de Marcel L'Herbier, L'Inhumaine, et à la droite de Fernand Léger, l'acteur principal, Jacques Catelin, et Marcel L'Herbier à gauche. Donc nous achetons au musée en effet toutes sortes d'œuvres de toutes les périodes, et donc cette photographie que nous présentons dans l'exposition, la brochure illustrée du film Dreams dont Arnaud Pierre a parlé hier dans sa présentation, qui est un très bel objet, là aussi collectif, comme le film, avec cette couverture de Max Ernst et la mise en page de Frédéric Kissler. Et cet objet, en fait, que vous pouvez voir dans l'exposition, qui est une brochure illustrée, se présente un petit peu comme un cadavre exquis, surréaliste, puisque les pages sont découpées de telle sorte qu'elles créent des portraits bifaces. Vous voyez à droite le portrait de Richter qui se mêle à celui de Léger. Voilà, d'autres vues intérieures de ce petit livre d'une quinzaine de pages. Dans les collections, nous avons aussi des pièces. Alors là, ce ne sont pas des achats récents, mais des œuvres importantes et rares, notamment ce fameux dessin de l'Inhumaine, qui est un des derniers vestiges connus de la préparation de ce film auquel Léger collabore en 1923, qui a longtemps été interprété et perçu comme un projet d'affiche. D'ailleurs, nous-mêmes, dans nos collections, nous le présentions comme un projet d'affiche, mais il s'avère en effet que c'est plutôt un projet de générique pour le film. Et à droite, le dessin, enfin un des dessins probablement, qui a servi pour l'animation de ce générique, avec les annotations manuscrites du peintre. Cette collection du Musée Léger, elle comprend bien évidemment une documentation très importante, des photographies, des revues anciennes, des livres illustrés. Et nous avons 2 exemplaires de ce livre illustré réalisé en collaboration avec Sandre Ars, publié en 1919, La fin du monde, filmé par l'Ange Notre-Dame. Projet de scénario que Sandre Ars aurait voulu porter à l'écran, mais qui est resté un livre qui n'a jamais été porté à l'écran. Voilà, quelques objets moins connus et pour certains inédits. À gauche, nous avons une série de 15 photographies qui documentent les maquettes que Léger avait réalisées pour le film de science-fiction Things to Come, qui était prévu par Alexander Korda en 1934. Vous verrez dans l'exposition la série de 15 photographies. Celle-ci est relativement connue, mais dans cet ensemble de 15 photographies, nous en avons d'autres qui le sont moins.
Et à droite, un petit objet un petit peu surprenant qui est un visage de femme de Léger que nous avons dans notre documentation, donc qui n'est pas considéré comme une œuvre, mais plutôt comme un élément documentaire. Un portrait, disons un visage de femme très caractéristique du style des années 50 de Léger, avec ce cerne très présent. Mais vous voyez la particularité de cette œuvre, c'est son support, puisque c'est une œuvre sur plexiglas, avec des effets de transparence. Et nous savons par les documents que nous avons dans nos archives que Léger prévoyait de l'utiliser pour sa dernière production cinématographique qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais été menée à bien, qui est probablement le film Ballet de couleurs que Léger devait faire avec Henri Langlois. Et pour terminer, ces bobines qui sont conservées au musée, qu'Emmanuel Berthaud, ici présente, connaît bien, ainsi que Joël Der, puisque vous les voyez avant leur départ pour Paris, à Biot, pour que la Cinémathèque française, notre partenaire, puisse réaliser une expertise sur ces bobines du musée qui n'avaient jamais été étudiées. Et grâce à la Cinémathèque, nous avons pu mener cette expertise à la fois des images, mais aussi de l'état matériel de ces bobines, qui sont des bobines du ballet mécanique. Mais bon, nous espérions pouvoir trouver des choses rares, non connues, découvrir des nouvelles pellicules. Enfin, bon, il se trouve qu'en fait, ces pellicules sont des copies des années 60 et 70 d'un élément source qui est conservé à la Cinémathèque. Voilà, donc si Yann veut rajouter un petit mot peut-être par rapport à ce projet d'études mené par la Cinémathèque. On en parle après. Merci beaucoup Julie. Juste au cours de ces journées, on a rencontré La fin du monde filmée par l'Ange Notre-Dame à plusieurs reprises, et je voudrais juste vous dire que c'est ce qui a inspiré la typographie du catalogue. Notre graphiste a redessiné un alphabet à partir de ce livre magnifique, et donc c'est une typographie qui existe désormais et qui s'appelle le Fernand. Alors, je vais passer la parole à Philippe Alain Michaud. Merci. Alors, je n'ai pas d'image, moi. Mais, alors, la collection, moi, je m'occupe de la collection des films du Centre Pompidou, qui est une collection relativement récente par rapport à celle du MoMA, Alfred Barr et Rhys Berry, c'est les années 30, ou par rapport à celle de la Cinémathèque française. Elle a été créée en 1978 par Pontus Sultan, qui a demandé à Peter Kubelka, donc futur directeur de la Cinémathèque de Vienne et cinéaste à l'époque, de créer une collection au sein du musée, et une collection qui aurait cette spécificité, par opposition à ce qui se passait au MoMA ou à la Cinémathèque française, d'être une collection d'œuvres avec un numéro d'inventaire, et qui entrait dans la collection au même titre que les peintures, les sculptures, les dessins. C'était une collection qui devait être constituée uniquement de films d'artistes et de films d'avant-garde, de films expérimentaux, à l'exclusion de la fiction. Et le premier geste, alors ça c'est intéressant peut-être de détailler un peu l'histoire originaire de la collection. Kubelka donc a rassemblé un premier noyau d'une centaine de films qui correspondait en fait à ce que Annette Michelson, dont il ne faudrait pas mésestimer le rôle dans la création de la collection, avait montré au Festival de Montreux. Et donc ces 100 films devaient faire l'objet d'abord d'une programmation avant d'entrer dans la collection, et d'une programmation et d'une publication. Et cette publication, Kubelka avait, dans son style assez radical, proposé de l'appeler l'histoire du cinéma. Donc histoire du cinéma sans aucune fiction. Et donc, l'histoire est assez conflictuelle avec Langlois à cette époque. Et Langlois donc s'est opposé à ce que la programmation soit titrée l'histoire du cinéma, et a fini par négocier le titre Une histoire du cinéma. Et donc la publication qui en est résultée s'est appelée Une histoire du cinéma. Et la programmation a eu lieu à la Cinémathèque française, qui était avenue de Messine à cette époque. Donc je parle sous le contrôle de... c'était rue Berryer, oui, pardon. Et donc, je pense que Langlois s'est quand même débrouillé pour qu'il n'y ait personne à la manifestation, parce que ce n'était pas de son goût qu'il y ait une seconde collection qui naisse à Paris.
Donc ça, alors aujourd'hui, on est en train de rééditer le catalogue qui a été publié à l'époque, une histoire du cinéma, avec un ajout de textes contemporains, donc une réédition augmentée du catalogue de 78. Donc aujourd'hui, la collection compte à peu près 1500 titres, je dirais. Donc pas du tout, c'est des titres non standards qui vont de 1 minute jusqu'à, et encore, on a plus court que ça, jusqu'à 7 heures. Donc 16 mm, 35 mm. On conserve dans toute la mesure du possible les films dans leur format de tournage. Mais on a entrepris évidemment une numérisation à peu près complète de la collection, sauf cas impossible quand les copies sont trop dégradées ou quand les cinéastes s'y opposent, comme Koubelka continue à le faire, pas de numérisation. Et donc les numérisations posent des problèmes assez spécifiques par rapport à ceux des archives, des grandes archives comme la Cinémathèque ou les archives du film, puisque nous, on est entre les arts plastiques et le cinéma, en fait, puisque c'est quand même des interventions de plasticiens sur la pellicule. Et à partir des années début des années 70, il y a avec le développement de la vidéo, porte-à-pack, début des années 70, et dans les années, à la fin des années 80, il y a une deuxième collection qui s'est créée au centre, qui était la collection qui s'est appelée Nouveaux Médias, qui collectionnait les formats vidéo et aujourd'hui les formats numériques. Donc on a une sorte de partage entre les deux collections. Et là, il y a à peu près 2500 titres dans la collection Nouveaux Médias, et le partage se fait sur le format de tournage, c'est-à-dire que nous, on conserve la pellicule, mais même si on numérise après, et Nouveaux Médias, c'est choses tournées en vidéo, donc autre format analogique ou en numérique. Mais il se trouve que comme la situation n'était pas seulement conflictuelle entre la Cinémathèque française mais le Centre Pompidou, mais à l'intérieur du Centre Pompidou même, entre les deux collections, il y a un certain nombre de choses qui ont été achetées par la collection Nouveaux Médias, qui étaient des films 16 mm tournés dans l'ambiance post-minimale des années 70, mais qui étaient du film, qui étaient tournés en 16 mm. Donc on se retrouve avec cette idée que Gordon Matta Clark ou Bruce Nauman ont tourné des vidéos, alors que Bruce Nauman il a fait de la vidéo, mais après, en 70, il fait du 16 mm. Et en fait, quand on reconstitue, donc, il y a à peu près 600 titres qui sont de la pellicule, mais qui ont été achetés à l'époque, donc précédent conservateur, comme si c'était des vidéos et qui sont réputés dans les inventaires être de la vidéo, ce qui est une manière de... Enfin, il faut remettre les pendules à l'heure et refaire l'histoire, parce que quand on refait cette histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucune rupture entre les années 20 qui nous occupaient pendant ce colloque et puis aujourd'hui. Il y a toujours eu des plasticiens qui ont utilisé le format pellicule pour produire leurs œuvres. Voilà, je dis assez. Oui, merci beaucoup. Compte tenu du temps, j'aurais des questions, mais je passe la parole à la Cinémathèque. Je ne sais pas dans quel ordre. Joël, peut-être d'abord. Oui, je vais dire un mot et puis parler surtout de la roue. Et puis je laisserai Emmanuel parler de ballet mécanique pour conclure. Je n'entreprends pas tout de suite là, on n'a pas le temps. Une histoire de la collection film de la Cinémathèque française constituée dès 1935-1936 par Henri Langlois et ses amis. Vous savez que cette collection, en fait, elle a été constituée par des dépôts, elle a été constituée par des échanges, elle a été constituée par des vols, elle a été constituée, enfin bref, par tout ce qui se pratiquait à l'époque. Aujourd'hui, on évite les vols et on essaye d'acquérir les films de la manière la plus légale possible, mais c'est pas tout le temps évident. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Ouais. Dominique, il y a prescription. Sois tranquille, on ne te dénoncera pas. Alors, il y a évidemment énormément de bijoux dans la couronne d'Henri Langlois. Epstein et Gans en font incontestablement partie. Et
parmi les collections importantes de la Cinémathèque, à la fois film et non-film d'ailleurs. Celles qui concernent Abel Gans sont considérables, que ce soit pour La Roue ou que ce soit d'ailleurs pour Napoléon, entre autres. La Roue, je vous propose, j'ai essayé de faire entre midi et 2, comme je savais qu'on n'allait pas avoir beaucoup de temps, un tableau un petit peu synthétique de la situation de ce film par rapport à ses premières projections et à ses restaurations. C'est une histoire donc, qui commence en décembre 1922 avec la première projection qui est en fait une projection d'une copie de travail en 31 bobines, 10 200 mètres, au Gaumont Palace en 3 matinées. C'était la version en un prologue et 6 chapitres. Et puis, en février 23, La Roue est projetée au Gaumont Palace et au Madeleine Cinéma dans une version un peu plus structurée un peu différemment, en un prologue et 4 chapitres, à raison d'un épisode par quinzaine, d'un chapitre par quinzaine. Donc tous les 15 jours, un chapitre à partir de début février 23. C'est en fait la version qui va servir de référence pour la restauration que vous avez sans doute découverte depuis 2019 à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, restauration conduite par François Head. En janvier 24, une version réduite est réalisée par Gans en 14 bobines, 4200 mètres, au Colisée Cinéma. Il retravaille pour une version encore plus réduite qui tient en une seule séance 7 bobines, 2100 mètres, ça c'est novembre 28, au Ciné Latin. Et en mars 29, il projette une version sonore en 14 bobines. Et cette version sonore n'a jamais été réalisée, mais c'est celle qui a été déposée, en tout cas dont les négatifs ont été déposés ensuite par Gans à la Cinémathèque. Et c'est elle qui a servi à Marie Epstein pour réaliser la première restauration du film en 1979. Marie Epstein a fait tirer un marron de ces 14 bobines en y ajoutant des cartons modernes, donc une longueur de 3448 mètres. En 87, Marie Epstein décide de compléter sa restauration à l'aide d'une copie découverte à la Cinémathèque suisse, ce qu'on appelle la copie de Lausanne, et d'éléments qui étaient conservés au Gosfilm Fonds à Moscou. J'en dis un mot tout de suite. La copie de Lausanne est une copie nitrate d'origine qui faisait 5835 mètres. C'est une copie en 20 bobines. On n'a pas de date exacte, mais ce qu'on a pu déduire de la datation des éléments quand on a fait la restauration de 2019 nous a montré que c'était peut-être une copie qui avait été éditée en 1923. Peut-être. Et en 1927, le Gosfilm Fonds a présenté en fait la première partie de La Roue sous forme donc d'une copie nitrate qui a été conservée en 12 bobines de 3339 mètres. Voilà. Donc ces éléments-là, la restauration de 79 plus la copie de Lausanne plus les éléments du Gosfilm Fonds ont servi à Marie Epstein pour réaliser sa seconde restauration en 1987, version complétée à l'aide de la copie de la Cinémathèque suisse donc, et du Gosfilm Fonds pour un total de 6237 mètres, copie en noir et blanc. Et en fait, la Cinémathèque française en 2001 a entrepris de réintroduire les teintes
de la version Epstein 2, c'est-à-dire de la version de 87, et a fait tirer une copie d'Esmet, vous savez, le procédé d'Esmet, copie donc qui fait exactement le même métrage que la deuxième restauration de Marie Epstein, 6237 mètres. En 2008, on a découvert que Flicker Alley réalisait une édition DVD basée sur des éléments détenus aux États-Unis par Film Preservation et par Lobster Film, d'une durée d'à peu près 4h20, 22, et donc utilisant des éléments qui n'avaient pas été utilisés par la Cinémathèque française jusqu'à présent. Et puis donc en 2019, la fondation Jérôme Sédou-Pathé a entrepris, avec le concours de la Cinémathèque française et le concours de la Cinémathèque suisse, une restauration qui a été confiée à François Head, cette fois donc une restauration numérique d'environ 6 heures, avec, c'était la grande nouveauté aussi, la restauration de la musique originelle de La Roue. Voilà, alors savoir aussi, mais vous pouvez vous en faire une idée plus précise si vous consultez sur le site internet de la Cinémathèque 2 articles en ligne, qu'on a beaucoup d'éléments d'éléments non films qui concernent La Roue. Je vous renvoie à un premier article qui s'appelle « La passion à Belgance » et qui explique un peu la genèse de La Roue. Et puis un autre article plus récent, puisque je crois qu'il est en ligne depuis aujourd'hui. La Roue d'Abelgance, le lancement d'un film d'exception, et où vous avez accès notamment, alors évidemment, au matériel des affiches et des maquettes d'affiches qui sont dans nos collections, mais aussi au dossier de presse original de La Roue, où vous pouvez consulter également le roman tiré du film d'Abelgance que Ricciotto Canudo a réalisé en 1923 pour les éditions Ferenczi. C'était, vous le savez, l'époque des grands romans cinématographiques illustrés. Et il y a 2 volumes très très beaux que vous pouvez découvrir sur ce site. Voilà, je m'en tiens là et je cède la parole à Emmanuelle, si elle le souhaite, pour parler de en 1 minute ballet 30 à mécanique. peu près, c'est ça? Je ne sais pas exactement combien, parce que moi, je n'ai pas regardé l'heure. Il est 16h14. Et ben voilà. Bon, alors donc, moi je vais juste... En 5 minutes. 5 minutes. Je vais juste parler des éléments uniquement de ballet mécanique et des éléments de la Cinémathèque française et du musée Fernand Léger, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, la Cinémathèque a expertisé les éléments du musée Fernand Léger. C'est Félicidad Guarda, la documentaliste, qui aurait dû être là pour en parler, mais qui en a fait l'expertise et le catalogage, mais elle ne pouvait pas. Donc, ce qui ressort en fait de ces études, c'est que nous, à la Cinémathèque, nous avons 2 copies nitrates identiques, dont toutes les 2 étaient tirées chez Éclair en 1946 et en 1950, et nous avons un contre-type triacétate tiré en 1961. Ce sont les éléments les plus anciens. Donc on peut se dire que ce contre-type a été tiré d'une des 2 copies nitrates. Pas du tout. Quand on compare les éléments en parallèle, on voit que c'est pas le cas. Donc c'est là qu'en fait il nous faut autre chose que le film, il nous faut les archives papier, c'est-à-dire des vieilles fiches de stock des années 40 qui nous ont permis de trouver qu'en fait on a eu dans les collections une copie nitrate bien sûr qui a été déposée en avril 1945. Sur la vieille fiche de stock, l'ancienne fiche de stock, figurait la mention Museum of Modern Art Léger. Donc on pense que c'est la copie dont il est fait mention dans quelques éléments qui circulent, où il est dit, extrait du film Le ballet mécanique, réalisé en 1923 par Fernand Léger,
copie déposée à la Cinémathèque française par M. Fernand Léger. Donc c'est probablement de cette copie dont il s'agit, mais que nous n'avons plus dans les collections. De cette copie aurait été tiré un contre-type nitrate en 1946, je crois, et attendez, parce que là, du coup, comme je saute des paragraphes, pardon, mais je suis obligée de me retrouver dans mes notes. Oui, c'est ça. Cette copie est partie chez Éclair en 46, en décembre 46, et un contre-type nitrate en a été tiré, et un contre-type que nous n'avons plus non plus, mais qui doit être... Tout ça est à l'origine des 2 copies nitrates que nous conservons toujours. J'espère que c'est clair, je suis désolée. En tout cas, cette même copie nitrate a aussi été utilisée pour tirer le contre-type que nous conservons, le contre-type triacétate de 1961, qui, lui, a été à l'origine de tous les tirages ultérieurs de la Cinémathèque, 16 mm et 35 mm, et qui est également la source des copies du musée Fernand Léger. Nous avons comparé ce contre-type avec une de vos copies, le PMUC pour être exact, et c'est identique vraiment à l'image près. Alors que sont devenus cette toute première copie nitrate déposée par Fernand Léger et le premier contre-type nitrate, on n'en sait rien. On a trace de circulation. La copie a circulé à Londres, à l'IDEC, en Suisse, en Belgique. On trouve même une mention d'une sortie pour Fernand Léger en mars 1950 de cette copie. Elle a circulé, enfin les traces qu'on a de circulation, c'est jusqu'en 1969. Elle aura bien réintégré les collections. Mais à partir de là, on n'a plus d'informations. Moi, j'ai pensé à l'incendie du Pontel, hein, c'est-à-dire le stock nitrate de la Cinémathèque en 1980, où énormément d'éléments ont disparu. Mais on a une liste, le balai mécanique n'y figure pas. Donc voilà, ça fait partie des mystères des collections de films à la Cinémathèque. En tout cas, pour aller très vite, hein, entre la version conservée par le musée Fernand Léger et la nôtre, c'est la même, hein, c'est exactement la même. Bien sûr, je ne parle pas. Nous avons également une copie de la version couleur du Netherlands Film Museum, qui est beaucoup plus récent. Là, nous, on a une copie de 1995. Voilà, elle est passée dimanche, je crois, dans le cycle Germaine du Lac. Oui, c'est la copie qui a été diffusée par Emmanuel Lefranc dans le cadre de la carte blanche à Lightcone. Et en revanche, cette version que nous conservons et que conserve le musée, c'est celle qui passe pendant l'exposition, enfin de l'exposition à Biot. Non, pas tout à fait. Ah. Parce qu'en fait, on a emprunté les 2 versions qui passent à Biot au Centre Pompidou. Et la numérisation, c'est en fait un peu tardivement. C'est pas la version qui passe à Biot. Mais on ne désespère pas d'arriver à la passer. Parce qu'il y a aussi des questions complexes de droit d'auteur qui ont été pour nous, qui sommes peut-être moins habitués à monter des expositions de cinéma, une vraie torture. Et aussi un gouffre financier. Mais malheureusement, je crois qu'il faut s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de la présentation de ces éléments qui, j'espère, vous auront été utiles. Et donc, Joël, si j'ai bien compris, on doit évacuer la salle. On fait une pause d'un quart d'heure à peu près, si Alexandre est d'accord. 10 minutes. Alexandre n'est pas d'accord pour un quart d'heure, il est d'accord pour 10 minutes. Donc on fait une pause de 10 minutes et on se retrouve dans 10 minutes pour la projection. On vous parlera un petit peu des films et puis Bruce Posner nous dira 2 mots aussi sur 2 éléments qu'on va projeter et qui